Deux étudiants se disputent violemment dans les couloirs de Stanford. L'un traite l'autre d'arrogant, l'autre le trouve complètement stupide. Les deux se détestent au premier regard. Pourtant, ces deux-là vont créer l'entreprise la plus puissante de la planète et contrôler l'information mondiale. Leurs noms, Larry Page et Sergey Brin. En 1995, Larry Page visite Stanford pour choisir son doctorat. Sergey Brin fait alors partie du groupe d'étudiants chargé de lui faire visiter le campus. Dès les premières minutes, ils sont en désaccord sur absolument tout. La technologie, le futur d'Internet, même sur où aller déjeuner. Cette première rencontre catastrophique cache une évidence, ils pensent exactement de la même manière. Larry Page vient d'une famille obsédée par l'informatique. Son père étant un pionnier de l'informatique, il lui inculque une vision. Les ordinateurs doivent servir l'humanité. Sa mère, quant à elle, enseigne la programmation informatique alors que c'est encore un métier majoritairement masculin. Larry grandit en pensant que la technologie peut résoudre tous les problèmes du monde. Sergey Brin, lui, a 6 ans seulement quand sa famille fuit l'URSS. Ses parents, tous deux mathématiciens brillants, arrivent aux États-Unis avec très peu d'argent. Son père devient alors professeur après avoir conduit un taxi pour survivre. Sergey développe une véritable obsession, organiser l'information mondiale pour que plus jamais personne ne soit privé de connaissances par un régime totalitaire. En 1996, Page commence une thèse révolutionnaire. Il veut tout simplement télécharger tout Internet et analyser les liens entre les différentes pages web. Ses professeurs pensent qu'il est fou. En effet, Internet compte déjà des millions de pages et il est impossible de tout analyser. Mais Larry a alors une intuition géniale. Les liens entre les sites révèlent leur importance, comme les citations dans les articles scientifiques. Sergey Brin va alors rejoindre le projet de Page par pur défi intellectuel. Ensemble, ils créent Backrub, un moteur de recherche qui révolutionne la façon de classer l'information. Leur algorithme va alors réussir à compter les liens pointant vers chaque page internet. Et plus une page reçoit de liens de qualité, plus elle est jugée importante. C'est la naissance du PageRank, l'algorithme qui va changer le monde. Leur serveur expérimental consomme toute la bande passante de Stanford. L'université menace de les expulser. Page et Brin vont alors déménager leur ordinateur bricolé dans le dortoir de Larry, puis dans le garage de Susan Wojcicki, une étudiante qui loue son garage pour payer son crédit immobilier et dont nous reparlerons plus tard. Ce garage deviendra plus tard le symbole mythique de Google. En 1997, il dépose le nom de domaine google.com. Le nom vient de Google, le chiffre 1 suivi de 100 zéros. Une erreur d'orthographe qui devient la marque la plus connue au monde. Leur mission semble alors impossible, organiser l'information mondiale et la rendre universellement accessible. Et ils ont un gros problème, comment réussir à gagner de l'argent? Tous les moteurs de recherche de l'époque, Yahoo, AltaVista ou encore Excite, affichent des bannières publicitaires partout. Page et Brin trouvent ça vraiment vulgaire. Ils veulent une interface pure, presque vide, juste un logo, une barre de recherche et 2 boutons. C'est à l'époque une approche révolutionnaire dans un monde web surchargé. Leurs premiers investisseurs ne comprennent pas. Comment une page si simple pourrait-elle générer des revenus? Page et Brin n'en ont aucune idée, mais ils sont convaincus que la qualité des résultats finira par payer. Une vision naïve qui va finalement porter ses fruits. En 1998, Andy Bechtolsheim, cofondateur de Sun Microsystems, teste Google pendant 10 minutes. Il est alors conquis, il sort immédiatement son carnet de chèques et signe un chèque de 100 000 $ à l'ordre de Google Inc. Petit problème, Google Inc. n'existe pas encore juridiquement. Ils doivent alors créer leur société rapidement pour encaisser le chèque. Google démarre alors officiellement avec $1 million levés auprès d'amis, de la famille et d'investisseurs. Les deux hommes s'organisent alors. Larry Page prend alors le poste de PDG, tandis que Sergey Brin, de son côté, prend la tête du pôle technologique. Toujours dans le garage, ils embauchent leurs premiers employés. Parmi eux se trouve Wojcicki, la femme qui leur loue le garage. Et c'est elle qui deviendra plus tard la patronne de YouTube. En parlant de YouTube, as-tu pensé à t'abonner à la chaîne? Plus de 90% des viewers ne sont pas abonnés, pourtant ça soutient réellement mon travail. En 1999, la jeune équipe qui forme Google déménage dans de vrais bureaux à Palo Alto. À cette époque, Google traite déjà 100 000 recherches par jour, mais brûle plus d'argent qu'il n'en gagne. Les investisseurs commencent à paniquer. La bulle internet explose, les startups ferment les unes après les autres. Google va alors survivre de justesse. L'année 2000 va alors marquer un tournant. Google va alors lancer AdWords, son système de publicité révolutionnaire. Au lieu d'afficher des bannières criardes, il montre de petites annonces textuelles liées aux recherches. Un utilisateur cherche pizza à Rome, il va alors trouver des pubs pour des pizzerias romaines. C'est simple, efficace et surtout respectueux de l'utilisateur. Le modèle économique est génial, les annonceurs paient seulement quand quelqu'un clique sur leur pub. Plus c'est pertinent, moins c'est cher. Google gagne de l'argent uniquement quand il apporte vraiment de la valeur. Un cercle vertueux qui va générer des milliards. En 2001, un certain Eric Schmidt devient PDG.
Page et Brin gardent le contrôle technique mais acceptent qu'ils ont besoin d'un troisième homme pour gérer l'entreprise. Schmidt apporte son expérience d'entrepreneur à succès. Le trio fonctionne parfaitement. Schmidt gère, Page innove et Brin développe. Google grandit à une vitesse folle. En 2002, il lance AdSense qui permet à n'importe quel site web de monétiser son audience. Soudain, des millions de créateurs sur internet deviennent partenaires de Google. Google ne contrôle plus seulement la recherche, il influence tout l'écosystème web. En avril 2004, Google fait son entrée en bourse avec une méthode révolutionnaire. Au lieu de réserver l'action aux gros investisseurs, ils organisent une enchère ouverte à tous. Démocratiser la finance comme ils ont démocratisé l'information. L'introduction de la boîte en bourse rapporte 1,7 milliard de $. Mais Page et Brin ne s'arrêtent pas à la recherche. Les deux jeunes hommes ont une vision plus grande. Ils souhaitent créer des services gratuits financés par la publicité pour donner accès à l'information à tous. Gmail révolutionne la messagerie avec 1 gigaoctet de stockage gratuit quand la concurrence fait payer pour quelques mégaoctets. En 2005, l'entreprise sort Google Maps qui change notre façon de nous déplacer. Fini les plans papier et les GPS hors de prix. La cartographie devient gratuite et interactive. Street View suit en 2007, permettant de visiter virtuellement n'importe quelle rue du monde. La même année, Google rachète YouTube pour pas moins de 1,6 milliard de $. Les investisseurs sont furieux, ils crient au gaspillage. YouTube ne gagne pas d'argent et coûte une fortune en bande passante. Mais Page et Brin voient plus loin. En achetant YouTube, ils achètent tout simplement l'avenir de la vidéo en ligne. Aujourd'hui, YouTube vaut plus de 100 milliards de $. Mais Google ne s'est pas arrêté là. En 2008, ils lancent Android pour contrer l'iPhone d'Apple. Leur stratégie est alors brillante, ils donnent gratuitement leur système d'exploitation aux fabricants concurrents de smartphones d'Apple. Tandis que chez Apple, on contrôle l'écosystème et il reste fermé, chez Google, on mise sur l'ouverture massive. Android devient rapidement le système mobile le plus utilisé au monde. La même année, Google sort Chrome. Encore un pari fou, créer un navigateur quand Internet Explorer domine et Firefox gagne du terrain. Mais Chrome se révèle plus rapide, plus sûr et surtout plus simple. Il devient rapidement le navigateur numéro 1 mondial. Google contrôle maintenant l'accès au web de bout en bout. En 2011, Larry Page redevient PDG. Eric Schmidt reste président exécutif, mais Page veut reprendre les rênes pour la prochaine phase. Sa vision, Google doit anticiper les besoins des utilisateurs avant même qu'ils ne les expriment. L'intelligence artificielle devient la priorité absolue. Google investit massivement dans l'IA. Il rachète DeepMind pour 600 millions de $, et développe l'assistant Google. Cela permet de perfectionner la traduction automatique. Avec le rachat de DeepMind, l'objectif est de créer une IA qui comprend le monde comme un humain, mais avec la puissance de calcul de Google. Le temps passe et nous sommes désormais en 2014, une année qui marque un tournant inquiétant pour Google. Edward Snowden révèle l'ampleur de la surveillance gouvernementale impliquant Google. L'entreprise qui voulait démocratiser l'information devient accusée d'espionnage de masse. Leur slogan Don't be evil sonne creux quand on découvre l'étendue de la collecte des données. Google doit réagir, et c'est pour cela qu'en 2015, Page va tout restructurer. Google devient une filiale d'Alphabet, permettant de séparer les activités de recherche des projets futuristes. Parmi ces projets, on retrouve les voitures autonomes, les drones de livraison, ou encore la lutte contre le vieillissement. Sergey Brin prend la tête de ces nouveaux projets pendant que Page dirige Alphabet. En 2016, Sundar Pichai devient le PDG de Google. L'ingénieur indien brillant, qui n'est nul autre que le créateur de Chrome, prend les rênes opérationnelles. Page et Brin restent aux commandes d'Alphabet, mais laisse Pichai gérer le quotidien de Google. Mais Google fait face à de gros défis. L'Union européenne multiplie les amendes contre les milliardaires pour abus de position dominante. Les régulateurs américains enquêtent sur les pratiques anticoncurrentielles. L'entreprise qui incarnait l'innovation devient le symbole du monopole numérique. Les révélations s'accumulent, manipulation des résultats de recherche, censure en Chine ou encore discrimination dans les algorithmes publicitaires. Google sait tout de nous, mais que savons-nous réellement de lui ? La transparence promise au début s'est mise en opacité totale. En 2019, Page et Brin quittent leur poste opérationnel chez Alphabet. Officiellement, pour que les deux hommes se consacrent à d'autres projets, mais officieusement, c'est pour éviter les projecteurs alors que les scandales se multiplient. Pichai devient alors PDG d'Alphabet et concentre tous les pouvoirs. Aujourd'hui, Google traite 8 milliards de recherches par jour. YouTube de son côté diffuse 1 milliard d'heures de vidéos quotidiennement. Des chiffres qui donnent le vertige et le pouvoir de façonner l'opinion mondiale. L'intelligence artificielle de Google devient surhumaine. ChatGPT d'OpenAI menace leur monopole de la recherche. Mais Google riposte avec Bard et Gemini. L'enjeu, qui contrôlera l'accès à la connaissance dans le futur. Google a réalisé sa mission d'organiser l'information mondiale. Mais à quel prix ? L'entreprise qui voulait ne pas être néfaste à l'homme est devenue si puissante qu'elle façonne la réalité de milliards d'humains.
La question aujourd'hui est la suivante. Ce changement rend-il l'humanité plus libre ou plus asservie? Je vous laisse vous exprimer sur la question en commentaire. Merci de votre visionnage. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.